Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en cette belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire découvrir la suite du livre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Chapitre 9. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais, et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement punie, ces innocentes, quand elles fait. N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que, jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. À moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre. Mais du moins, l'intelligence ne souffre pas. Elle dort. Elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Voici ce que c'est que mon cachot. 8 pieds carrés. 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exaucé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignée pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor, éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits, au haut du mur, et divisé en compartiments de maçonnerie, qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met des forçats, condamnés par le directeur de la prison, à des peines de discipline. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort, parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qui fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces 2 yeux fixes, toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levée et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans les pierres. Ça et là, des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre,
je prendrai intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page à mes yeux sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée, éparses sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes, avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessous, et ces mots. Vive l'empereur, 1824. Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription, caractéristique dans une prison. J'aime et j'adore Mathieu d'Anvin, Jacques. Sur le mur opposé, on lit ce nom, Papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène. Un bonnet de liberté, sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceci dessous, Bory, la République. C'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle, pauvre jeune homme, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. Je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonnée en blanc, au coin du mur, une image épouvantable. La figure de cet échafaud, qui, alors qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Je suis revenue m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis mon effroi d'enfant s'est dissipé, et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière, étendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815, Poulain, 1818, Jean Martin, 1821, Castin, 1823. J'ai lu ces noms, et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà quels ont été, avant moi, les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes, d'hommes étranges, qui portaient leur tête dans leur main gauche, et la portaient par la bouche, parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le poing, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou, si une impression brusque ne me réveillait à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé.
Oh, les épouvantables spectres. Non. C'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts. Ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans.